Merci Patrice, merci à tous d'être là. J'ajoute à propos de cette effectivement nouvelle édition aux éditions du Sous-Sol de dire un petit mot sur cette maison d'édition qui fête cette année ses 10 ans, qui a été créée par Adrien Bosc, qui l'a créé, qui la dirige toujours, qui est un formidable éditeur, qui est un formidable écrivain aussi, qui avait écrit Constellation chez Stock en 2014 et qui avait obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et Adrien est quelqu'un d'important dans le monde de l'édition en France parce que les éditions du Sous-Sol permettent, et il n'y a pas de hasard dans cette histoire, si William Finnegan a été édité au Sous-Sol, de nous faire découvrir une partie de la littérature américaine qu'on ne connaît pas forcément très bien en France. Je veux parler de ce qu'on appelle la narrative non-fiction, qui a commencé avec Truman Capote dès les années 60, et dont le New Yorker, ce merveilleux magazine américain, est l'un des plus fervents représentants. Et d'ailleurs, les éditions du Sous-Sol, à travers Joseph Mitchell, par exemple, que William Finnegan a connu, ils se sont croisés. Joseph Mitchell terminait sa carrière quand William Finnegan l'a commencé au New Yorker, et le type de journaliste qui peut rester pendant des mois et des mois dans le port de New York, d'y rencontrer des personnages absolument extraordinaires et de faire cette littérature, parce que c'est une vraie littérature et qui est une forme de journalisme augmenté, qui prend des lettres de noblesse incroyables. Et Adrien fait un travail remarquable aux éditions du Sous-Sol en ce sens. Et par exemple, ils viennent de boucler la trilogie qui vient de Deborah Levy, qui vient de boucler son 3e roman, mais qui est autobiographique et qui rencontre un immense succès en France aujourd'hui. Je vous invite vraiment à découvrir cet éditeur qui fait un travail absolument remarquable. William, on est ravis de vous accueillir ici à l'occasion justement de cette édition augmentée en version beau livre. A.J. Dungo a sorti ce livre In Waves, chez Casterman, qui est un roman graphique très étonnant parce qu'il voulait raconter une histoire du surf qui partait des origines, et puis il a eu un drame familial avec sa compagne qui a été très gravement malade, et il a décidé de dessiner aussi cette histoire, qui est une histoire vraie dans laquelle sa compagne a voulu se servir du surf qu'elle pratiquait. A.J. Dungo le pratique aussi assidûment en Californie, et comme une thérapie, en tout cas comme quelque chose pour s'accrocher à la vie dans des traitements très difficiles contre le cancer. Et c'est un livre absolument bouleversant, et je trouve que les illustrations de Dungo aujourd'hui dans le livre très émouvant Jour barbare de William Finnegan apportent un plus. William, vous n'êtes pas le même âge, vous n'êtes pas de la même génération de A.J. Dungo, même s'il est surfeur lui aussi. Est-ce que vous parlez le même langage? Est-ce que vous avez réussi à trouver la même langue pour que lui apporte ses illustrations sur votre livre? The answer is yes. AJ and I speak the same language. I don't know him. I just collaborated with him coast to coast, on the phone. Over this, he would send illustrations and like drafts, and we'd talk about it, and I'd ask for some changes or not. But je connais bien A.J. Dungo et moi-même parlons bien la même langue. Alors ils ne se sont pas rencontrés directement, mais ils ont pu échanger d'une côte à l'autre, puisque A.J. Dungo se trouve à Los Angeles alors que William Finnegan est à New York. Donc ils ont pu échanger là-dessus. Il a reçu donc j'ai reçu des dessins de A.J. Dungo, des esquisses aussi qu'il a pu faire, et ils se sont mis d'accord pour l'illustration. I think some of you probably know what I mean when I say that it's very easy for surfers to talk to each other, like whatever their language is. And AJ and I had that, but much more than that. He kind of understood my book, and he does his beautiful illustrations, and we could discuss just what we wanted, and really easy guy to work with. Donc en tant que surfeur, nous avons pu nous entendre puisque nous parlons la même langue, et le fait de parler cette même langue n'était pas la seule chose. Il a très bien compris mon livre, et les illustrations qu'il a pu proposer faisaient ressortir vraiment le sens de ce que j'avais voulu écrire. William, l'une des réussites du livre, et on l'a vu avec l'édition française qui a été un immense succès, et on souhaite le même succès à cette édition augmentée, c'est que ça a touché un public bien plus large que le public du surf. Et on connaît tous autour de nous des personnes qui ne s'intéressent absolument pas au surf, mais qui ont adoré ce livre, comme le récit aussi d'une époque
d'une génération. Je voudrais qu'on commence par là. Ce qui est très frappant dès le début du bouquin, c'est de voir à quel point, dans les années 50, l'enfant américain que vous étiez avait une incroyable liberté, que vous avez pu attraper le surf comme ça en prenant une liberté incroyable que vous laissez vos parents, mais en même temps, il y a aussi une forme de violence, notamment quand vous êtes à Hawaï, vous parlez de cette violence de la jeunesse, où il y a pas mal de coups qui sont échangés, qui vous ont visiblement formaté. Et puis enfin, et vous me dites si j'ai raison ou tort, mais l'énorme influence qu'il y a eu sur vous, la Beat Génération, dans les premières lectures, parce que vous êtes un grand lecteur avant tout, avant d'être un écrivain, c'est ce qui vous a formé, et c'est ce mix qui nous amène dans ce récit. Yeah, although this book has a lot of surfing in it, and surfing is a kind of through line, I was very much writing for general readers, non-surfers, and working at the New Yorker for many years. It's like the same people I normally write for, very few of whom surf. Alors même si ce livre parle beaucoup de surf, j'avais l'intention d'écrire pour un public de non-avertis, de gens, puisqu'il y a beaucoup de gens avec lesquels je travaille au New Yorker qui ne pratiquent pas le surf, par exemple. And I was trying to sort of dramatize and convey this world that some of us live in, this surfing world, and to people outside it. But at the same time, I wanted to look hard at my own life, including my childhood, kind of understand it, both my own experience and the social history. Alors, d'une part, je voulais véhiculer l'image et ce que pouvait être ce monde du surf, mais en même temps, je voulais faire une sorte d'introspection sur moi-même et sur mon enfance et raconter à quoi ressemblait cette enfance dans les années 50 à Hawaï. Et une enfance qui est marquée, je le disais, par cette liberté que vous donnent vos parents en particulier. Ça ira très loin, puisque Patrice le disait tout à l'heure, quand vous partez à entamer ce Endless Winter, cet hiver sans fin, par référence à Endless Summer, le film culte de 1966, mais comme les surfeurs le savent, les meilleures vagues sont en hiver, donc vous partez plutôt l'hiver. Votre mère vous dit sois une pierre qui roule, et vous avez même un prof de fac qui vous dit c'est une très bonne chose de partir, fais-le, arrête tes études, va-t'en, va faire ta route, trace ta route vers l'expérience que tu as choisi de vivre. Yeah, I think these ideas of freedom that were prevalent when I was a kid, some of them now look pretty strange. I mean, I was kind of too independent, too young, traveling on my own at the age of 14 or 15. And my parents encouraged it, which I liked, but now I'm a parent, I kind of wonder. Alors ces idées de liberté qui étaient vraiment en vogue à l'époque, mes parents m'avaient donné cette liberté de pouvoir aller voyager. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble un peu bizarre, et moi-même, en tant que parent, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là. I should add maybe that when I gave my agent the manuscript of this book, her first remark after she read it was, "Your parents should be in jail." Donc, quand il a donné son livre à son éditeur, la première fois qu'il a été lu, on lui a dit vos parents devraient être en prison pour ça. Which I did not think of as an issue in the book. Just trying to get these periods right, I reveal this difference without particularly analyzing it. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème dans l'écriture du livre. En fait, je voulais simplement raconter de manière la plus précise possible à quoi ressemblait ma vie à cette époque-là. Ça ne me posait pas de problème, ce n'était pas un problème pour moi, cette idée de liberté absolue.
À 15 ans, vous traversez les États-Unis en voiture ou en stop seul, vos parents vous laissent faire. À 17 ans, vous traversez l'Europe, vous êtes avec votre petite amie de l'époque, Karine, que vous abandonnez un petit peu lâchement seul en Grèce pour absolument aller voir la mosquée bleue à Istanbul. D'ailleurs, vous faites la réflexion, je suis un vrai connard de l'avoir laissé là-bas, vous la retrouvez, on ne sait par quel miracle, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, mais on laissait des petits papiers dans des hôtels ou dans des endroits convenus en disant « Ah ben tiens, si tu passes, je suis là » et vous la retrouvez comme ça. On pense évidemment à Kerouac. Vous avez été façonné par cette littérature qui vous a poussé sur la route. Yes, I was a jerk. Really just sort of bullheaded. I wanted what I wanted. When my girlfriend and I were in Europe when we were young, hitchhiking around, I started to get this idea that I needed to see more Turkish influence. So we had to push toward Turkey, and it became a big joke between us. But I was serious, and eventually she stopped, and I kept going. Donc oui, je suis un connard, ou j'étais un connard à cette époque, puisque en fait, je l'ai bien abandonné en Grèce. Je voulais découvrir un peu plus l'influence turque à cette époque-là, et la mosquée bleue en particulier d'Istanbul. Et donc je l'ai laissé sur place sans problème. And I think I was under the influence of Jack Kerouac at that age, and even more so perhaps his creation / good friend, a guy named Neil Cassidy, who appears in On the Road as Dean Moriarty, who's kind of the wild man. Kerouac himself is more the observer, and I identify with the wild man. My daughter recently said, "Should I read this?" to On the Road. And I looked at it and said, "No." Donc j'ai été très influencé par Sur la route de Jack Kerouac, notamment les personnages principaux du livre. Et ma fille m'a présenté ce livre l'autre jour et m'a dit est-ce qu'il faut que je lise ce livre? Et j'ai répondu non, parce que bon, l'influence qu'il a pu avoir sur moi, je n'ai pas envie qu'il l'ait sur ma fille. Le grand démarrage du livre, c'est évidemment quand en 1978 vous entamez avec Brian, votre ami, ce tour du monde des vagues en espérant d'en découvrir certaines. Il y a l'influence évidemment, puisque William Finnegan a vécu entre la Californie et Hawaï, et que la vie était quand même plus cool à Hawaï qu'en Californie. Il y a quelque chose qui reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie du livre, quand vous vous installez à nouveau en Californie, mais cette fois à San Francisco. Il y a une espèce de détestation de Los Angeles. Vous aviez à cet âge-là déjà une espèce de conscience d'une évolution de l'Amérique qui vous déplaisait, qui allait à l'encontre de ce que vous aviez envie de faire, et notamment par le surf? Yeah, I felt like I missed a lot of American history in that period you're discussing. I mean, to this day, people will make some pop cultural reference, and I just blank. I don't know who they're talking about. Television shows, pop music. I missed a lot. And I did miss a big political shift in the 70s and into the 80s. And I ended up, in my real life, or my real job is a political writer. So this stuff is quite important to me. Donc c'est vrai que j'ai raté beaucoup de la culture pop de l'époque de Los Angeles et des changements politiques. Et j'ai seulement repris conscience de la politique à cette époque-là, à l'époque de Reagan. I went through a kind of change. I was writing fiction. I wrote 3 novels. And in my travels when I was young, I worked a lot of jobs, and one job was teaching high school in a township in South Africa. This is the bad old days of apartheid, and it completely changed my idea about what I wanted to do, and I started writing about politics and power and justice issues and international questions after that. J'avais écrit 3 livres, 3 romans en fait, mais mon expérience de professeur en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, a complètement changé ma vision des choses, et c'est là que j'ai basculé vers l'écriture politique, et c'est ce qui m'a amené aussi plus tard au New Yorker.
Avant d'arriver en Afrique du Sud, il y a donc ce départ en 1978, d'abord vers les îles du Pacifique Sud. Vous partez avec Brian, qui est votre ami. Et un petit peu avant, vous parlez déjà de la conscience que vous avez de l'océan, de ce qu'est le surf, c'est-à-dire bien plus qu'un sport. Et vous dites que à 13 ans, je ne crois plus en Dieu, j'étais devenu un païen à la peau brunie. Vous aviez déjà à 13 ans cette conscience de ce que pouvait apporter le surf, bien plus qu'un sport? Yeah, it's. I've never thought of surfing as a sport, whatever that means, and I think probably a number of people here share this experience where you start surfing very young, you live near good waves, you're in the water all the time, and it's just. I couldn't even see it. It was like it was inside me to surf. I never talked about it. I never thought about it. I just did it all the time, like an addict, and traveled and organized my life around surfing, but didn't step away and think, what is this? What does this mean? And for the longest time. Alors, pour moi, le surf n'a jamais été un sport. Je me suis jamais posé la question de ce que c'était, en fait, puisque c'était quelque chose qui était en moi. Comme pour beaucoup de personnes ici certainement, pouvoir aller tous les jours à l'eau, profiter de bonnes vagues. Et donc à aucun moment j'ai pris du recul et je me suis dit tiens mais qu'est-ce que c'est le surf alors et donc pour moi c'était juste quelque chose qui faisait partie de ma vie, qui était en moi. And just to react to your remarks about Los Angeles, my hometown, I no longer hate it. But it's one of those places that you just, a lot of writers experience this. James Joyce grew up in Ireland and he had to leave. You have to get away. You feel all the confinement of all the limitations of your birthplace. And I felt all that very strongly. And now it's fine. It's an interesting place. Alors pour revenir sur Los Angeles, c'est ma ville natale et c'est un endroit que j'ai voulu quitter, un peu comme James Joyce qui a voulu quitter l'Irlande parce qu'il avait cette impression de suffoquer dans cet endroit-là, d'être enfermé dans les confins de la ville, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi avec Los Angeles. Mais maintenant, aujourd'hui, ça va, j'ai plus de problème avec Los Angeles. Not that I'm putting myself on the same level as James Joyce. Non pas que je me compare à James Joyce. Les origines irlandaises peut-être quand même. Dès le départ, quand vous arrivez avec Brian dans le Pacifique Sud, il y a bien sûr la recherche de la vague parfaite, de vouloir absolument découvrir des vagues, mais il y a cette rencontre avec des gens d'une autre culture, à une époque qui était avant la mondialisation, avant l'explosion du tourisme, et on va y revenir sur Fidji, puisque vous découvrez une vague mythique, et qu'après, l'endroit était un peu massacré par du tourisme de masse, en plus, non, du tourisme élitiste en plus. On aimerait être avec vous dans ces moments-là aujourd'hui, de revivre ça, de revivre l'influence que vous ont apporté toutes ces rencontres. Il y a notamment une famille très pauvre qui vous accueille avec une générosité incroyable. Est-ce que les gamins que vous êtes avec Brian, vous réalisez ce que vous vivez à ce moment-là? I say yes and no. I mean, I was very interested in those days. Yes, we were looking for waves, but I had this deep fantasy of a kind of pre-industrial world where people were more sort of comfortable in their skins, as people say now. And I very much wanted to get away from my discomfort and blend into places where, self-sufficient farmers or self-sufficient fishermen. And we stayed in villages in countries like Samoa, and you end up staying with a family because there are no hotels. So in a sense, we were very interested and we understood it, but also later we thought we should have given them money. We really should have given them money, but we didn't think of it then. Alors d'un côté, avec mon copain Brian, à l'époque,
on avait un peu ce rêve de cette vie pré-industrielle, cette capacité, ces pêcheurs autonomes, ces agriculteurs autonomes qui arrivaient à vivre juste par le fruit de ce qu'ils récoltaient. Donc on en était conscient, ça nous intéressait ce mode de vie-là. Donc voilà, on avait envie d'être bien dans leur peau un peu comme eux, mais en fait plus tard on s'est aperçu en y repensant qu'en fait on aurait dû leur donner un peu d'argent à cette époque-là pour les dédommager, puisqu'ils nous accueillaient chez eux parce qu'il n'y avait pas d'hôtel à l'époque. Et ils leur font des cadeaux. Mais effectivement, c'est vrai que vous revenez quelques années plus tard pour dire on a fait des canaux qui étaient un petit peu des bricoles, mais qu'on aurait mieux fait de leur donner de l'argent. C'est sans doute ce qu'ils attendaient de nous. Vous décidez de partir vers l'ouest pour dire je reviendrai par l'est. Ce sera un petit peu plus compliqué que ça. Mais bon, après le Pacifique Sud, il y a l'Australie. Et il se passe quelque chose en Australie qui est quand même assez fondateur, en tout cas tel que c'est raconté dans le récit. C'est qu'avec Brian, vous décidez, après avoir pas mal surfé dans le sud, de remonter plein nord, traverser toute l'Australie en voiture dans une bagnole totalement improbable dont le radiateur est au bord de l'implosion en permanence. Et puis vous avez acheté pour une poignée de dollars australiens des dizaines et des dizaines de numéros du New Yorker. Et vous les lisez, parce qu'il n'y a même pas d'autoradio dans la voiture, vous les lisez à voix haute. Et à ce moment-là, vous faites quelque chose qui est de l'ordre du crash test. Vous vous rendez compte qu'en le lisant comme ça dans la voiture à voix haute, il y a des choses qui ne résistent pas à cet exercice-là en particulier. Dites-nous un petit peu plus sur cette drôle de façon de lire les grands articles du New Yorker. Yeah, it was, we got this huge stack of magazines we put under the front seat of our car, old New Yorkers, which both of us had read probably. And some of our favorite writers, Brian is also a writer, their work is in these magazines. And the outback, the center of Australia, is enormous. It took us like a week or 10 days just to drive across. And so we started reading to each other to pass the time. And the question was, who passes the outback test? And who sounds like some kind of poseur? You got that word in French? And some of my favorite writers did not pass the test. And it was a very difficult exam. It was a present for Brian that time. Yeah, originally, yeah. Donc, on avait décidé de traverser l'Outback en voiture et nous avions sous nos sièges des tas d'anciens numéros du New Yorker. Ces numéros de New Yorker que j'avais offerts à Brian pour son anniversaire. Et l'idée était de les lire à voix haute. Et étant donné que la traversée de l'Outback, c'est cette région désertique du centre de l'Australie, ça nous a pris 1 semaine à 10 jours. Et donc le test, c'était de savoir quel était l'article qui allait résister à la traversée de l'Outback. Est-ce que ça allait nous captiver suffisamment pour pouvoir continuer à le traverser ou non? Mais à l'époque, vous écrivez des romans. Vous vous acharnez notamment sur un roman que vous reprenez plusieurs fois, qui est très lié à l'expérience que vous avez eue d'ouvrier dans les chemins de fer de Californie. Mais vous lisez le New Yorker. Vous n'avez pas encore choisi. Est-ce que ce serait de la littérature fictionnelle à 100%? Vous ne savez pas encore que vous deviendrez un des piliers du New Yorker. Yeah, I've been trying to write another memoir, not with this theme, surfing, but about the years I spent working on the railroad between university and becoming a full-time surf bum in the South Pacific. I love this job and I love the kind of world I worked in, and I think it's interesting, but I'm struggling to write something that I don't really like the person that I was. That's one of my big problems. I read my journals and think, ugh. So I'm trying. Je suis toujours en train de travailler sur une autre forme de mémoire, en fait, mais cette fois-ci qui n'est pas centrée sur le surf, mais sur mon métier de brakeman à l'époque. Alors sur les voies ferrées, donc c'est aider pour notamment articuler les passages pour guider les trains sur les différentes voies, par exemple. Les aiguillages, oui, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, merci. Donc je suis en train de travailler là-dessus, mais le problème c'est que j'aime pas trop l'homme que j'étais à cette époque-là, en fait. Enfin, le jeune homme que j'étais à cette époque-là.
Ouais, c'est mal tombé, mais il y en a plein de livres. Et nous, on l'aime bien quand même, parce que vous avez une certaine tendance à vous flageller à certains moments. What we like that you are, On y very reviendra honest d'ailleurs, with parce que yourself la and, gestation de Jour Barbare a été singulièrement longue. On va pas forcément dérouler chronologiquement de l'Australie après à l'Indonésie. Ce qu'on retiendra quand même, c'est que dès les années 80, Bali commençait à devenir terriblement touristique et que ça n'a pas beaucoup plu à Brian et à William Finnegan. Je voudrais quand même que vous nous racontiez un petit détail de cette période-là, encore avant d'arriver en Afrique du Sud, c'est la façon dont vous gérez votre vie sentimentale. Parce que les rendez-vous que vous donnez avec votre fiancé à distance, vous finissez par vous retrouver en Indonésie, sont, peut-être que je me trompe, mais me semble-t-il quand même d'une autre époque, où aujourd'hui, avec les téléphones, avec Internet, ça se passerait absolument pas comme ça. La façon dont il se retrouve avec sa fiancée, ils ont prévu de se voir dans 3 mois, dans 6 mois, elle vient, et ça se passe pas forcément bien entre eux, William Finnegan qui cherche la vague et elle qui arrive des États-Unis. You're asking about my love life? We're friends, I'm sorry. Yeah, of course, yeah. Yeah, I was, another way I was a jerk with women was that I expected them to wait and wait while I went surfing for, 2 years at a time. And so I did convince my girlfriend in those days to come to Asia, and then Brian left, and she and I continued, and it was very different, obviously. I mean, she didn't surf, and we went to Sri Lanka and lived in a village up in the hills, and kind of immersed ourselves in a very different way, which was actually good. I always wanted to go surfing, but a different kind of companionship led us into the local culture differently. Alors, je peux dire aussi que j'étais un connard avec les femmes à l'époque, puisque ma petite amie de l'époque, donc j'étais parti en Asie. Ça faisait 2 ans que j'étais parti et je lui avais dit de me rejoindre là-bas. Donc moi, j'étais toujours à la recherche de vagues. Donc à cette époque-là, mon copain Brian, lui, était reparti aux États-Unis. Donc elle est venue me voir. Moi, j'ai continué à surfer. Donc on a habité ensemble au Sri Lanka. Et en fait, elle avait une autre manière de découvrir la culture. Elle s'intéressait vraiment au peuple, aux gens du village, etc. Alors que moi, je continuais à surfer. Donc c'était une compagnie un peu différente de celle de mon meilleur ami Brian. La dernière étape de ce tour du monde, toujours revenant vers l'Est, ça va être l'Afrique du Sud. Et là, il y a un changement énorme parce que vous n'êtes plus l'écrivain qui se cherche, enfin vous l'êtes encore un petit peu, vous n'êtes plus non plus le chasseur de vagues invétéré, vous acceptez un boulot dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, vous êtes prof dans une école pour enfants noirs qui sont ségrégés par l'apartheid, et là c'est un vrai tournant dans votre vie. Yeah, it was quite a difficult job. The schools were in very poor condition with no resources. But the kids were kind of wonderful and yet apolitical. I was teaching history and other subjects where I thought we needed to discuss what was going on in the country. And they just did not want to discuss anything. It's like they'd never heard of apartheid. Donc c'était une expérience qui était très intéressante mais très difficile. C'était un lycée dans lequel les conditions d'enseignement étaient très très compliquées. Alors ce qui était intéressant, c'est que en fait, ces enfants, ces jeunes élèves à l'époque, ils n'avaient aucune connaissance de la politique. Et en fait, à chaque fois qu'on abordait ce sujet-là, ils restaient muets et ils ne savaient même pas ce qu'était l'apartheid. But then, one day, I came to school to work, and all the students were out marching, singing, Amandla Nawetu, all this liberation stuff. The schools got big banners on it, no more gutter education, etc. It turns out that all these kids who knew nothing about politics had been planning a major protest, and it eventually spread to the whole country and was an important watershed in the slow liberation of South Africa from apartheid.
Mais tout à coup, un jour, je suis arrivé au lycée et j'ai vu des bannières, des bannières partout, appelant à la fin de l'apartheid, des chants soutenant Nelson Mandela. Et il s'est avéré qu'en fait, ces jeunes étudiants qui apparemment ne connaissaient rien à la politique, en fait, avaient organisé ce mouvement qui, petit à petit, en fait, allait gagner tout le pays. So I ended up getting quite deeply involved with some activists in our school and at other schools, people I really, really admired and really liked, and I ended up staying a couple of years, and they changed my life. I just the importance of politics and kind of opposing injustice kind of took over my life, and I thought I need to write nonfiction now, not about South Africa right away. I had to wait. It was too close, but about other things that I knew about that I just got. And I also, there was this, the New Yorker had helped foster a sort of tradition of narrative journalism, narrative nonfiction that I knew I could write in that tradition. Donc j'ai été beaucoup impliqué à l'époque avec des activistes qui étaient dans le lycée dans lequel je travaillais, mais aussi dans d'autres lycées. Et ça a vraiment changé ma vie. C'est là que j'ai compris que j'avais envie d'écrire là-dessus, sur s'opposer à la domination, la résistance. Donc tout ça a vraiment changé ma vie. Et ça m'a aussi donné l'idée de travailler dans ce qu'on appelle la non-fiction narrative, c'est-à-dire ce qu'on pourrait qualifier nous de journalisme littéraire, c'est-à-dire des écrits beaucoup plus longs, des articles beaucoup plus longs qui viennent traiter de sujets politiques. Et ça, c'est ce que proposait le journal The New Yorker. Et c'est le moment où vous rentrez aux États-Unis. Il y a l'installation à San Francisco, on va y revenir, parce qu'il y a évidemment un personnage central dans cette histoire, qui est le fameux docteur Mark, qui est aussi un surfeur de très grosses vagues. Et vous commencez donc à travailler pour le New Yorker avec des grands reportages, avec une fascination qui, là, on revient au surf. Vous allez de plus en plus défier des vagues de plus en plus importantes, et puis vous vous mettez, vous aussi, en danger sur des terrains d'opération. Je pense notamment au Nicaragua. Vous êtes dans des combats de rue en pleine guerre civile. Il y a des journalistes qui sont tués à côté de vous. On a l'impression que vous avez ce besoin vital d'adrénaline, que ce soit dans les vagues ou dans la façon d'exercer le métier de journaliste. I'm not sure why I choose some of the subjects I do. I actually stopped war reporting when my wife and I had a child. But for a lot of, in the 80s and the 90s, that is a lot of what I did. But I was interested not really in the military part, but in the politics always. I covered a lot of different wars in Africa and Central America, later the Balkans, here in Europe. Donc je ne suis pas certain que ce soit vraiment un besoin d'adrénaline, mais j'avais besoin d'aller dans ces pays ces pays qui étaient en conflit. Alors ce n'était pas le côté militaire qui m'attirait, mais c'était vraiment ce côté politique. Donc j'ai couvert plusieurs conflits, donc Nicaragua, dans les Balkans. And it's true that during that same period I did start surfing bigger waves. In San Francisco I lived at a place called Ocean Beach, where it gets quite big in the winter. Really punishing place. And got more comfortable in big waves. I got a gun eventually and started surfing. I went to Madeira a number of winters. It gets big there. But let me just say one thing, which is that the experience, the fear in big waves that I feel, and the fear that I feel in conflict reporting are completely different. Completely different. In the ocean, it's sort of organic. I should let you. Donc c'est vrai que j'ai été aussi attiré de plus en plus par les grosses vagues, alors notamment sur le spot d'Ocean Beach, à côté de Los Angeles.
San Francisco, pardon. Et c'est vrai que là-bas, il y a vraiment des vagues qui vous, ça peut être très très gros et ça peut vous remettre à votre place des sessions là-bas. Mais cette peur que je peux ressentir sur les grosses vagues, c'est une peur qui est organique en fait. Ça n'a rien à voir avec la peur ou le danger qu'il peut y avoir dans les pays qui sont en conflit. I just want to say that the quality of fear in war reporting, in my experience, it's much more sour. You know, I mean, it's people doing this to other people, and it's a kind of violence that is just dirty in a profound way. Whereas the violence of the ocean is just something you involve yourself in voluntarily, and it's very beautiful. Oui, alors la peur qu'on peut ressentir lorsqu'on va dans des pays en conflit, c'est une peur qui a ce côté amer en fait, c'est quelque chose de sale, c'est une violence qu'on n'arrive pas à accepter. Alors que la peur que l'on peut ressentir en surfant des grosses vagues, c'est une peur dans laquelle on s'implique. C'est une peur que l'on va chercher en fait, donc c'est tout à fait différent. Il y en a un qui va singulièrement chercher cette peur, c'est Mark Reneker, ce fameux médecin qui est installé à San Francisco et avec lequel William Finnegan devient ami, et avec lequel, en plein hiver, ils vont surfer dans des conditions absolument dantesques. Et là, on entre dans une part du roman, parce qu'aussi William Finnegan avance un âge et en expérience, sur la question de la peur dans le surf. Et c'est absolument fascinant dans ces pages-là. Et on vous demande de décrire un papier sur Mark Reneker. Vous allez mettre 7 ans à l'écrire. C'est un peu long quand même. Pour quelqu'un que vous connaissez bien, que vous voyez tous les jours. Yes, it's true. Vous avez des patrons cool, parce que 7 ans pour écrire un article, c'est... Yeah, I mean, 7 years. I missed several deadlines in that 7 years. But I was going to write about surfing for the first time, actually. And I was nervous about that because I was mainly writing about politics, and I was writing editorially about, you know, U.S. foreign policy, all these big political topics, and nobody knew I surfed, and I did not want to come out of the closet as a surfer, because punditry is quite competitive, and that would be giving my opponents a real advantage. You what? Oh, you're just a dumb surfer. You know, like, we don't have to take you seriously. That didn't happen, but that's one of the reasons it took me 7 years. Alors c'est vrai que 7 ans c'est beaucoup pour écrire donc ce portrait de Mark Reneker, son ami surfeur de grosses vagues. Mais en fait, à l'époque, il n'avait écrit que sur la politique et il avait peur que, en fait, ses confrères au New Yorker apprennent qu'il était surfeur. Et il avait peur que tout à coup, ce coming out là de surfeur le fasse passer pour cet idiot de surfeur, voilà, qu'on le traite d'idiot de surfeur qui s'intéresse à la politique. I was also hesitating with that long piece because I was afraid that Mark Reneker, would not like the finished piece because I was writing about a little community, him, but also the little community that surfed in Ocean Beach in those days. And I thought that he was just kind of the hero of the story. But when I got out my notebook and people saw that I was reporting, they would come to me, and it turns out he was not so popular, which I only discovered while reporting, and it was really a sort of an intense dislike there. And so I was afraid to write about it because he would be so unhappy. I'd have this in the New Yorker, and yet that was the nature of that place and that time. And so I was delaying. Finally, I wrote it, it was published, and he hated it. He's been angry at me ever since.
Donc, ça m'a pris 7 ans aussi. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai ajouté que j'ai loupé beaucoup de deadlines quand même. Hein. On m'avait demandé de rendre l'article beaucoup plus tôt. Alors, ça m'a pris autant de temps aussi parce que j'avais peur de sa réaction. J'avais peur qu'il n'aime pas en fait cet article parce que je révélais beaucoup de choses sur lui et aussi sur cette petite communauté de surfeurs de grosses vagues à Ocean Beach. Et j'avais peur en fait de sa réaction. Et en fait, il s'est avéré qu'il a fini par détester cet article. Mais grâce à cet article, vous mettez à la rédaction de Nos Jours Barbares. S'il n'y avait pas eu ce long article à maturation lente aussi, il n'y aurait pas Jours Barbares aujourd'hui. Yeah, my publisher, this piece was so long in the New Yorker, it was book length, and she said, we want to bring that out as a book, and I said, no, the guy hates the book, hates what I wrote, you know. I don't want to bring out a book also. But then I started thinking about another way to write about surfing, and other people, like Brian, they were very close friends, and I could write about places and these friendships, and that also took me, God, like 15 years, maybe more. Yeah, that was the beginning. Donc ce long portrait de Mark Hennecker, au New Yorker, on m'a dit ça serait bien peut-être d'en faire un livre. Et je dis non, je ne fais pas un livre de ça. Il a détesté, je ne peux pas retravailler là-dessus. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de Jours Barbares. Et c'est vrai que ça m'a pris aussi beaucoup de temps, 15 ans, 15 ans pour l'écrire également. Avec la même problématique que des gens de la vraie vie se retrouvent dedans, n'apprécient pas forcément. Comment Brian a reçu Jours Barbares? Brian is probably the single biggest character in the book. He's on the cover of the American edition, and he says he's never read it. Donc Brian, qui est le deuxième personnage principal de ce livre, et qui est sur la couverture de l'édition américaine, déclare, d'après lui, ne l'avoir jamais lu. Donc, je sais pas. Every now and then, he will just suddenly correct some piece of our history. He'll say, you know that time when you thought I was mad about something? I was really mad because, and he'll explain it. And I'll think, God, I wish I knew that when I was writing the book. It all makes sense now. And then I think, he's read this book. So I actually don't know if he's read it or not. Donc je sais toujours pas s'il a lu ou non, mais en fait à plusieurs reprises il m'a dit mais tu sais là en fait moi j'étais vraiment en colère contre toi à cette époque-là parce que à cause de ça et ça, et je me suis dit j'aurais dû le savoir ça, comme ça j'aurais changé les choses, j'aurais écrit différemment. Donc en fait je sais toujours pas s'il a vraiment lu ou pas. Ça nous amène directement à la façon dont ce livre est fabriqué, parce que ceux qui l'ont lu ont eu sans doute la même surprise et le même questionnement. Comment peut-on se souvenir aussi précisément d'une vague que l'on a surfée il y a 40 ans? Moi, c'est une des premières choses que je me suis dites. C'est soit William Finnegan est un disque dur à la place du cerveau, et effectivement, il se souvient de toutes les vagues qu'il a surfées. Il y a quand même des secrets de fabrication. Alors, il y a votre journal intime d'une part, mais il y a d'autres secrets de fabrication pour se souvenir de toutes ces sessions de surf dans le monde entier. Well, yeah, my journals, my diaries were a big help. Also, I got a lot of letters returned from friends. This is in the old days of writing letters, and I was a voluminous letter writer. In fact, even more than that Doc Renneker piece starting this book, what really made this book go was a box that came. I was thinking about it, but could I do it? And a box came in the post from an old friend, and it was all letters that I had written. I didn't remember writing them. But when we first moved to Hawaii, I was 13, and every night, apparently, I wrote these long letters about my day, the surf, the school, the girls, and the writing was terrible, everything was bitchin'. But it was like, Proust's Madeleine, right? You just, oh my God, and it all came back. And so I thought, that's it. And I just started writing about that period in Hawaii. I mean, there were probably 200 pages of, scribbling. And that was a gold mine. And I had a few others, but that was the
beginning. Alors, il est certain que le portrait que j'ai fait de Mark Rennecker, ça m'a aidé à écrire ce livre, mais ce qui m'a aidé également, en fait, c'est un jour, j'ai retrouvé, un ami à moi, un ami à moi, Dominique, m'a envoyé les lettres que je lui écrivais à l'époque lorsque je suis parti à Hawaï avec mes parents. En fait, j'écrivais des tonnes de lettres et j'ai retrouvé un jour dans ma boîte aux lettres ces lettres, et c'est ça qui m'a aidé à pouvoir décrire si précisément ces vagues. Et ça a été un peu comme la Madeleine de Proust. Là, ça m'a permis de me rappeler de cette époque, des vagues que j'ai surfées à ce moment-là, et ça aussi, ça a été quelque chose qui a déclenché l'écriture de ce livre, même si j'avais déjà commencé à y réfléchir. But you're right, of course, that these are real people. And so I went back to Brian and many other people who were in the book and went over things. You know, how do you remember this? How do you remember this? And everybody remembers everything completely differently. So negotiations over like what happened. And some of them really, it's not just the facts. I mean, it's the ethics of like there was one big one of these. We negotiated, and finally we agreed, okay, here's what happened. And this very dramatic scene with my girlfriend and her father who had disappeared. And then she called me back, one more thing, you were not there. And it was, you know, a real dilemma. What do you mean I was? But it was her moment. So I had to decide, you know, this really belongs to her. Donc c'est vrai que ce qui est compliqué quand on écrit sur des gens qui sont des gens réels en fait, et qu'ils se relisent et qu'ils lisent ce que j'ai écrit sur eux, c'est en fait j'ai dû aller vers eux et leur demander que te rappelles-tu là de cette époque? Et à chaque fois le témoignage était différent, à chaque fois c'était un point de vue différent. Et pour un événement en particulier, quelque chose de dramatique qui s'est passé avec ma petite amie, l'intérêt était qu'en fait il y a quand même une éthique à respecter, il faut respecter ce que les gens ont vécu. Donc on a fini par se mettre d'accord, et puis après s'être mis d'accord, finalement elle m'a passé un coup de fil, elle m'a dit non mais en fait il y a une chose que tu oublies, c'est que toi t'étais pas là. Vous avez parlé de Mark Rennecker qui vous en a fait voir des vertes et des pas mûres avec des grosses frayeurs à Ocean Beach à San Francisco. L'une des dernières destinations exotiques de ce livre, c'est Madère, en plein milieu de l'océan. Et là, il y a une session de surf dont vous auriez très bien pu ne jamais revenir. Vous avez frôlé la mort. Vous avez eu l'impression à ce moment-là d'atteindre une limite? Yeah. Yeah, it's true. I was getting older, and I was like not surfing as well as I did when I was young. I was maybe 40, and so I started surfing bigger waves because they're easier. And then I discovered these great big waves in Madeira, and there was almost nobody there. So I went there many winters and had some dark experiences. The one you're referring to was a day at a place called Jardim do Mar. When the waves just kept getting, I was alone, and then my friend came out, and the waves just kept getting bigger, and pretty soon it was just way too big to surf, even though we were on guns, and getting to shore was a nightmare. It got dark, and I'll finish the story if you want to. Alors, j'avais pris l'habitude d'aller à l'île de Madère, en fait, sur l'île de Madère, où pour surfer des grosses vagues. J'atteignais la quarantaine à cette époque-là. Alors, étrangement, c'est plus facile de surfer des grosses vagues que des petites vagues rapides, en fait. Donc, c'est pour ça que je continue à surfer ces vagues-là. J'avais investi dans un gun, c'est-à-dire une longue planche effilée pour surfer les grosses vagues. Il y a eu beaucoup de sessions là qui ont été difficiles, dont une en particulier qui s'est terminée dans l'obscurité. Yeah, this was in the days before the internet almost. Anyway, no surf forecasting, so this huge swell was a complete surprise to us. But when I went back to this guy I was with, Peter, that we survived this thing together, he really kind of saved my life, I think. And we were going over the details, and I said, okay, so what happened the next day? And he said, there was no next day. And I said, what do you mean? He said,
I left the next day, and I've never been to Madeira again. I said, what? He was going to be in all these Madeira scenes, and he got the hint. He got the idea. You're going to die here. Stop surfing here. And I didn't realize till that moment that was when he stopped coming to Madeira. And I went for another few winters. Come on, Peter, let's go. And he was never available. Donc cette session dantesque là, je l'ai vécue avec mon ami Peter. Et en fait, à l'époque, il y avait bien sûr aucun moyen de prévoir les vagues. Et donc ça devenait de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et on a fini par être dans l'eau la nuit venue. Et en fait, je peux dire qu'à cette époque-là, Peter m'a sauvé la vie en fait. C'est grâce à lui que j'ai réussi à en sortir. Et quand je lui en ai reparlé, je lui ai dit et tu te souviens ce qu'on a fait le lendemain il me dit bien sûr, moi je suis parti, j'ai arrêté d'aller sur cette île-là, je voulais plus du tout surfer ces vagues-là, et c'est là que j'ai compris oui c'est vrai, en fait c'était à ce moment-là qu'il a arrêté à cause de cette fameuse session. William, Jour barbare, c'est une forme d'âge d'or du surf qui appartient au passé, et j'ai du mal à vous imaginer avec toute la subtilité, l'intelligence que vous avez de parler de ces époques-là, en boomer qui dirait « Ah, c'était mieux avant ». Pour autant, on a vraiment envie d'avoir votre sensation sur l'évolution du surf aujourd'hui. C'est une immense démocratisation. Vous en parliez des prévisions météo sur Internet qui font qu'avec une appli, on peut savoir très précisément ce qu'il va se passer sur tel spot et choisir ses vagues comme ça. Est-ce que le surf y a perdu beaucoup de son charme ou est-ce que ça continue malgré tout à être cette activité aussi fascinante? Well, for me, personally, if I didn't have computerized surf forecasts, I would never surf. I live in New York City, and we watch the couple of guys I surf with. We watch every little shift in the weather and the swell and try and find the window. And then we, lie to our editors, in my case, or, just do whatever we have to do to get to the beach. And so in the old days, I could not have done this. I could not have kept surfing and had this job and my family and live in New York. So that's just me. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis content qu'il y ait les prévisions parce que j'habite à New York. Donc, pour connaître quelle vague marche, avec mes collègues, avec mes amis plutôt, on n'arrête pas de s'appeler, on regarde les différentes caméras, les marées, le vent, et dès que c'est possible, alors qu'est-ce que je fais? Moi, je mets mon éditeur, je pars surfer dès que j'ai la possibilité de le faire. Donc, je suis vraiment content qu'il y ait ces possibilités de prévision météo, alors, ce qui n'existait pas à l'époque. Mais Can I back up to something earlier because I didn't really, I think, make the point. I mentioned that I negotiated with this friend about a scene, and then at the end she said, "You were not there." And the reason that stopped me, well, I was there. I remember everything. I was there, but it's that question of sort of narrative rights. Who has the right to the story? When you decide memoir, this kind of thing is a very weird genre for a journalist. You're writing about private life, off the record, friends, loved ones, and the life you shared. Do you really have a right to do that? So you have to be very careful, and that's where all the negotiation comes in. And in the end, in this one case, I said, okay, and I just changed it. I didn't write something false, but I took out the good, true, exciting parts because this was a big moment in her life. And she'd been thinking about it, and she'd erased me because I wasn't important to the moment. And so I let her have it, and it went her way because the ethics were on her side. Okay. Donc pour revenir à la scène dont je parlais tout à l'heure avec ma petite amie, là, cette scène dramatique dont elle m'avait précisé, elle m'a dit mais non mais t'étais pas là en fait. En fait j'étais bien là, mais en fait c'était quelque chose qu'elle avait vécu elle-même si intensément en fait qu'elle m'en avait totalement effacé. Et alors il y a cette question en fait dans ce genre qui est vraiment particulier, ce qu'on appelle mémoire en anglais, c'est qu'en fait il y a
quel est le droit de l'auteur d'écrire sur les gens, en fait, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut parler d'eux. Est-ce que c'est lui qui peut décrire toutes les choses de son point de vue? Comment respecter le point de vue des autres personnages? Ça, c'était une question compliquée. Et le New Yorker est l'endroit où on peut avoir cette forme de littérature, enfin de journalisme qui devient très littéraire. C'est un magazine pour lequel vous travaillez depuis très longtemps. Comment évolue ce genre, la narrative non-fiction? Est-ce qu'il est toujours aussi libre? Est-ce qu'il est contraint aussi par ce qui fait l'époque aujourd'hui en termes de rapidité, de réaction à l'actualité? Well, yeah, the New Yorker has had to be responsive to all the changes that threaten print magazines, print newspapers. And so we have a big website, and the appetite for material on the website is infinite. And the magazine is smaller, not so much advertising. So the stories need to be shorter. And it's still, you can write something big and very different from the nonfiction that other magazines publish, but not as much as before. I mean, if I handed in a 60,000 word piece now, like my first piece for the magazine was that big, they wouldn't even read it. When you get it down to 10,000, we can talk. Okay. Alors en ce qui concerne l'évolution là, de ce type de ce qu'on appelle la non-fiction narrative, ou qu'on pourrait qualifier de journalisme littéraire, c'est-à-dire ce que j'ai écrit en fait pour le New Yorker, c'est-à-dire des articles longs. Par exemple, le premier que j'avais pu écrire à l'époque, un des premiers que j'avais pu écrire, c'était 60 000 mots, alors que maintenant, si je propose un article d'une telle longueur, on va me dire non, réduis-le à 10 000. Déjà, à 10 000, on peut commencer à parler. Donc, c'est vrai que le New Yorker est devenu un journal beaucoup plus court, en fait. Les articles sont plus courts parce qu'il faut qu'on réponde à l'actualité. On a quand même cette pression-là, et donc c'est vrai que ça a évolué sur ce plan-là. Vous continuez à surfer? Oh yes. Bien sûr. Quand on a vécu ce que vous avez vécu tout au long de votre vie, que vous avez surfé ces vagues-là dans des endroits aussi incroyables, quel rapport vous avez au surf aujourd'hui avec ce que vous faites aujourd'hui sur une planche? Well, I still am pretty much only interested in good waves. So I only go when I think, around New York, it gets quite good, especially during hurricane season, September, October. I had some lucky days this year. I got a great wave in New Jersey in October. It's rare now because I don't surf as well, but it feels just as good. Yeah, I want to, as the pandemic recedes, I want to go back to Fiji and go to some places that get really, really good waves and see if I can still surf them. Alors, je suis toujours intéressé par les bonnes vagues. Et alors, à New York, là, ce qui est intéressant, la période intéressante, c'est la période des ouragans. Alors, c'est souvent entre septembre et fin novembre. Et c'est vrai que j'ai pu surfer des bonnes vagues là, dans le New Jersey en octobre dernier. Et c'était vraiment, j'ai eu vraiment de très bonnes sensations. Et il me tarde la fin des conséquences du Covid-19 là, pour pouvoir repartir dans les îles Fidji et voir si je suis toujours capable de surfer cette vague. Oui, dans cette fameuse île avec Tavarua, qui a été quand même singulièrement dénaturée. Vous le racontez, comment le secret de la vague a été trahi un jour et un complexe touristique de luxe a été ouvert à cet endroit-là. Brian était fou de rage quand il a appris ça. Mais vous y êtes retourné. Yes, it was a wave that on an uninhabited island in West Fiji that Brian and I found, and a great left that we camped on the island and surfed for many weeks. A fisherman used to bring us water and supplies from another island, and we kept the secret. And then other people found it, and they did not keep the secret. They
build a resort. So I was bitter for many years, and then I broke down. I had enough money, and I went and I became a resort guest. Donc Tavaroa, c'est une île inhabitée des Fidji que j'avais découverte avec mon copain de l'époque Brian, et là il y avait une super vague en fait qui fonctionnait. C'était des pêcheurs qui nous amenaient de quoi nous sustenter sur cette île régulièrement, et on a surfé une gauche, donc c'est une vague qui déferle sur la gauche là-bas, une super gauche. Et on était censé garder ce secret. Ça devait rester cette vague secrète, puisque on était tous les deux à l'avoir surfé avec quelques autres surfeurs. Mais finalement, le secret a été révélé et ils ont fini par construire un hôtel là-bas. Donc, tout d'abord, j'étais vraiment très amer quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça. Et puis, finalement, un jour, j'ai craqué, j'ai eu assez d'argent, j'y suis allé, et je suis reparti surfer cette vague. And just for anybody who knows this place in Fiji, the wave we found was on the island, but the guys who started the resort found another wave out on an outer reef, a couple of kilometers out in the ocean, called which they named Cloudbreak, and that's the wave I keep going back for now because it's more consistent. It's a great wave. Alors pour ceux qui connaissent ce spot-là des îles Fidji, en fait, ceux qui ont monté cet hôtel-là, en fait, ils ne l'ont pas. Alors ils ne l'ont pas monté en face du spot de Tavaroa, mais ils ont découvert une autre vague un peu plus loin qu'ils ont nommée Cloudbreak. Et en fait, c'est sur cette vague-là que je repars surfer. Régulièrement, que je repartais surfer régulièrement, Ah oui, parce que c'est une vague qui est beaucoup plus consistante. Merci beaucoup William et Mathieu. Des questions dans la salle? Visiblement, le surf a pris une place tellement dingue dans votre vie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur la vague? Enfin, je veux dire, c'est physique, c'est mystique, c'est plus fort que les femmes, c'est plus fort que tout pour vous. Et c'est quoi quand on est sur... Je veux dire, moi, je surfe pas, il faut que je m'y mette. It's not better than women, no. I think some people who start as adults really, really appreciate it, and they only get to a kind of elementary level of performance because you have to learn as a kid, but they get so much out of it. They really experience it in a way that somebody like me, who started as a child and always surfed, you just take it for granted in a different way. Maybe now that I'm old, and if I get a good wave, I really think about it and take it seriously. And the sensation is so... It's like breathing, if you've been doing it since you're small, it feels great, it's what you're looking for, but it isn't distinct in the same way it would be if I'd started surfing as an adult. I think they're different experiences. J'ai commencé à surfer quand j'étais jeune, donc à la différence des gens qui commencent à surfer quand ils sont adultes, alors ils peuvent se débrouiller, ils peuvent avoir de bonnes sensations, mais ils vont se contenter de faire des choses élémentaires en surf. Alors que moi, ça c'est quelque chose qui est acquis en fait, ces manœuvres les plus simples. Si on commence à l'âge adulte, en fait, on est plus conscient en fait de ce qu'on vit à travers le surf. Alors que pour moi, en fait, c'est comme respirer. En fait, c'est quelque chose d'aussi simple que ça. Parce que j'ai commencé quand j'étais tout jeune et en fait, j'ai pas besoin de me poser de questions par rapport à ça. C'est quelque chose de tout à fait naturel. I know I haven't answered your question. I'm sorry. Je sais que j'ai pas répondu à votre question, je suis désolé. Just to say, after a great wave, I'm usually smiling for about a week, and nobody knows why I'm smiling. I just, En général, après une bonne vague, je souris pendant une semaine et personne ne sait pourquoi je souris. Est-ce qu'on peut écrire sur le surf en espérant que les gens ne surfent pas? Et une autre question, est-ce qu'on peut faire de la bonne littérature, même si c'est pas de l'autofiction, mais en tout cas des mémoires, sans méchanceté? Yeah, it's a good question. I was writing for people who might be interested in this story. I've never met
anybody who read this book and said, "Oh, I want to start surfing," zero. They say, "Ugh, it sounds cold, it sounds difficult, it sounds scary." You do that. So I'm not too worried about that part. Ouais, je suis pas trop inquiet sur ce plan-là parce qu'en fait, de tous les gens qui ont pu lire ce livre, il n'y en a aucun qui m'a dit ça y est, j'ai lu ton livre, j'ai envie d'aller me mettre au surf. Non, l'eau est froide, ça fait vraiment peur, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Et la deuxième question, c'était sur la nécessité d'être parfois méchant en littérature. If you want to be interesting, probably yes. Si on veut être intéressant, oui, nécessairement, il faut l'être. J'ai une question. Je voudrais vous demander, au début du livre, vous expliquez que finalement, le surf, c'est socialement improductif. Et vous vous sentiez vous-même socialement improductif. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que vous deveniez socialement productif? Et est-ce que vous êtes toujours sur cette position qui consiste à dire le surf, ce n'est pas socialement productif, alors que là, j'ai l'impression que vous êtes la preuve vivante du contraire? Well, I think maybe in some contexts it is socially productive, if I have that phrase right. And yet, in general, as a thing to be doing with your, to be doing, it's really, it's useless. It's just, it makes no difference to anybody. It's a very selfish thing to be doing in general. But part of what this book is about is trying to balance this addiction to something that helps no one with a life that you can, not be ashamed of, where you're more socially useful. The barbarian part and the citizen part, in the ancient meanings of those words. And as I say, there are some contexts, but in general, those of us who chase waves are just chasing waves for ourselves. Alors, d'un certain point de vue, on peut dire que le surf, ça peut être productif socialement, mais en fait, c'est une activité qui est inutile et qui est totalement égoïste. Nous, quand on chasse les grosses vagues, le seul intérêt qu'on ait, c'est nous et nous-mêmes, rien d'autre. Est-ce que vous estimez que le surf vous a plus construit que finalement le métier de journaliste ou le métier d'écrivain? Ou est-ce que vous pensiez que c'était un passage obligatoire pour devenir écrivain, voire pour devenir grand reporter comme vous l'avez été? No, I don't think they're related, really. I mean, I always wanted to be a writer. I mean, I wrote hundreds of pages when I was 13, and I didn't even remember it. And the form of that changed, and then I mentioned this experience in South Africa. It really changed, and I kind of found my voice and what I could do. No, surfing was to the side of that, and I later decided to write about surfing, but all of my other books are about big serious topics, and no, they're going on parallel tracks. Donc je ne pense pas qu'être surfeur fait de moi un meilleur écrivain ou un meilleur journaliste. Et pour moi, c'est deux choses parallèles, en fait. D'un côté, il y a le côté barbare avec le surfeur et le côté citoyen journaliste. Mais ce n'est pas deux choses qui s'entremêlent. C'est deux choses totalement différentes. Because good writing is so obsessive. You have to be such a perfectionist and it's not physical, it's just this mental, this intense concentration and self-criticism. Surfing is completely different, It's in nature, it's physical, it can be physically challenging or frightening. It's a different world to me. They're different worlds. C'est deux mondes différents pour moi. Il y a le côté physique avec le surf, c'est quelque chose qui peut vous effrayer. C'est quelque chose de totalement physique. Ça peut être, ça repousse vos limites. Alors que l'écriture, c'est quelque chose de totalement mental. En fait, il faut être très précis. Et quelque chose d'obsessionnel. Il faut savoir se remettre en question. Voilà. Ouais, voilà, savoir faire son autocritique aussi, savoir se relire et prendre du recul. D'autres questions? Bonjour, moi j'avais une question par rapport à votre jeunesse, par rapport au film.
Et vous êtes allé dans beaucoup d'endroits. Et en fait, au final, vous n'êtes jamais venu en France quand vous étiez jeune. Et je voulais savoir si à l'époque ça vous attirait ou si vous en entendiez parler ou pourquoi vous n'êtes jamais venu surfer en France alors que vous avez fait le tour du monde et qu'il y a des belles vagues ici. Enfin voilà. Actually, I've been to France about 40 times. I've been here a lot, so it's really bad that I don't speak French. En vrai, je suis déjà venu une quarantaine de fois en France et c'est vraiment regrettable que je ne parle pas français. And I've surfed here locally, I don't know, 10 times maybe. J'ai surfé ici une dizaine de fois. But I didn't write about France, and I didn't write about other places where I lived and surfed for years, like Santa Cruz in California. I lived there for 5 years and surfed all the time and didn't even mention it in this book. Alors, je n'ai pas écrit à propos de la France, je n'ai pas non plus écrit à propos de Santa Cruz où j'ai vécu 5 ans et où j'ai beaucoup surfé. And the reason is I didn't have a good friend in Santa Cruz. You know, without a friendship to write about, the surfing is, there's nothing to say. I got a wave, you know, it's just... Et donc la It's- raison pour laquelle je n'ai pas parlé de ces lieux, en fait, c'est parce que j'avais pas d'amis à cette époque, enfin à ces endroits-là. Et donc, si on n'a pas, si on peut pas écrire, si on n'a pas une amitié qui est associée à ces vagues, on ne peut rien écrire là-dessus. En fait, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est, j'ai pris une vague, mais j'ai pris telle vague, j'ai pris telle vague, j'ai pris cette vague, j'ai pris cette vague. So I only wrote about places, surf spots, surf places that I had a intense relationship with and had some kind of intense friendship through. You know, so these two things go together, so there are more points in the story. That's Donc, why. j'ai seulement parlé des spots que j'ai pu partager avec des amis. Et ainsi, je peux parler de plusieurs choses sur ces différents lieux. William Finnegan et Géraldine Ghislain des éditions du Sous-Sol qui l'a accompagné aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Hossegor. Merci à Mathieu pour la traduction et au plaisir Merci de à vous. découvrir tous ces livres. Voilà. Thank you, William. Thank you very much for coming out. Great.